Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Ce mois de mars, la thématique était la relation privilégiée en maison de naissance. C'est pourquoi, pour l'épisode mensuel consacré aux professionnels travaillant en maison de naissance, nous avons invité Mélanie, sage-femme. Elle vient nous parler de cette thématique du point de vue de sa profession. Mélanie a toujours rêvé d'être sage-femme et une rencontre l'amènera jusqu'en Belgique pour faire ses études. Elle y découvrira la physiologie de l'accouchement et par là même la voie professionnelle à laquelle elle se destine. Après avoir travaillé dans diverses structures, maternité, néonatologie, clinique privée, elle trouvera enfin une place en maison de naissance pour exercer le métier de sage-femme comme elle le souhaitait. Elle quittera cette maison de naissance en 2023, le cœur rempli de toutes ses rencontres. Aujourd'hui, Mélanie nous raconte son parcours. Bonjour Mélanie. Bonjour Capucine. Bonjour Mélanie, merci d'avoir accepté de venir à notre micro pour parler de la thématique du jour. Merci à toi, à vous de m'avoir invitée. Nous sommes ravis d'écouter ton point de vue aujourd'hui sur les maisons de naissance, mais pour commencer, nous allons te demander de te présenter. Alors, je m'appelle Mélanie, j'ai 33 ans. J'habite depuis peu en Bretagne, dans le golfe du Morbihan. Je suis sage-femme depuis maintenant 13 ans. J'ai exercé à la maison de naissance de Bourgoin-Jallieu d'avril 2019 à août 2023. Voilà, en tant que sage-femme 1, donc sage-femme principale, et aussi en tant que sage-femme de soutien. Et je suis maman de 2 enfants, Apolline qui est ma petite dernière qui a 20 mois et Augustin qui a bientôt 4 ans. Et ils sont tous les deux nés aussi à la maison de naissance de Bourgoin. C'est chouette, c'est une histoire familiale. C'est ça. Avant de parler de ta vie professionnelle, est-ce que tu peux définir avec tes mots ce qu'est une maison de naissance ? Alors, avec mes mots, une maison de naissance, donc c'est un lieu qui est à l'intérieur d'un hôpital, qui est dans l'enceinte d'un hôpital partenaire. Donc, à Bourgoin-Jallieu, c'est dans l'hôpital Pierre Oudot, donc qui est l'hôpital principale de la ville. Et donc c'est une structure qui est gérée par des sages-femmes libérales. Nous, on était une dizaine de sages-femmes dans cette maison de naissance. On travaillait en binôme ou en trinôme. Du coup, on accompagne des couples pendant toute la grossesse, pendant l'accouchement et pendant le postpartum. Et du coup, voilà, on a vraiment un suivi global avec ces couples qu'on suit de A à Z et dans cette période si importante qui est l'arrivée d'un bébé. Certains couples même, on les accompagnait avant, en périconceptionnel, et puis après, on les voit pour leur premier, leur deuxième, leur troisième pour certains. Et voilà, c'est un super accompagnement qui est vraiment riche en échanges et en émotions. Merci pour cette définition. Maintenant, nous allons nous intéresser un peu à ton parcours avant de passer à la thématique du jour. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu as été formée, nous raconter un peu ton parcours ? Tout à fait. Alors moi, j'ai eu mon bac en 2008 et j'ai fait une année de médecine à Paris en 2009. Voilà, j'ai fait mon année de médecine classique, ma petite P1 là, un peu compliquée, où j'ai bossé comme une dingue. Et j'ai pas été assez bien classée pour avoir une place en tant que sage-femme, parce que moi je faisais médecine vraiment pour être sage-femme. J'ai toujours voulu être sage-femme. Et ce qui s'est passé, c'est que j'allais redoubler ma P1 comme beaucoup. Et j'ai des amis de mes parents qui sont belges
belge dont la femme était sage-femme et qui m'a dit que voilà, il y avait des études de sage-femme en Belgique qui étaient accessibles aux Françaises. Je me suis inscrite. À l'époque, c'était un tirage au sort. Il y avait 150 inscrites, quelque chose comme ça, et ils prenaient 20 dossiers français. Et moi, j'ai été tirée, je crois que c'était 22 dossiers, et j'ai été tirée 20e au sort, un truc comme ça. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était un gros signe du destin. Et j'ai fini par aller en Belgique. J'ai pas redoublé ma P1. Et donc, à 19 ans, je suis partie de chez mes parents pour découvrir un pays que je ne connaissais pas. Bon, on parlait français, donc c'était l'avantage quand même. Mais voilà, je me suis installée en coloc. Direct, là, j'ai pris mon sac à dos et j'étais en toute autonomie alors que j'étais encore toute jeune. Et j'ai fait 4 ans d'école sage-femme du coup en Belgique qui se sont super bien passés, ambiance super, enfin c'était vraiment une super expérience. J'ai fait pas mal de stages en France quand même parce que moi mon objectif à la base c'était de rentrer assez rapidement en France. Donc j'ai fait des stages en France, j'ai fait au Maroc, j'ai fait au Sénégal, donc j'ai vu plein de choses. Et finalement au bout de mes 4 ans d'école, j'avais plus du tout envie de rentrer en France, je me plaisais bien en Belgique. Moi j'avais rencontré un amoureux aussi, donc du coup ça a fait... qui est le père de mes enfants d'ailleurs, qui est français aussi, mais bon, on s'est rencontrés en Belgique. Du coup, j'ai bossé en Belgique pendant... donc j'ai été diplômée en 2013 et j'ai bossé jusqu'à fin 2017 en Belgique. J'ai fait un peu tous les services dans un hôpital belge, du coup, à Bruxelles. J'ai fait de la maternité, j'ai fait de la salle d'accouchement et j'ai même fait de la néonate, où on était un gros service, on était l'équivalent d'un niveau 3 en France. Donc j'ai fait aussi 9 mois en néonate. Ça m'a donné aussi un super bagage par rapport à l'approche avec les nouveau-nés. Et ensuite, fin 2017, je suis rentrée en France, où là, j'ai été dans une clinique privée à Lyon pendant 8 mois. Et ça m'a pas trop plu, la pratique qui était vraiment très différente de la Belgique, où on avait une approche plutôt physio, etc. Et là, c'était pas vraiment le cas. Bon, c'était, voilà, chacun a sa pratique, mais c'était pas ce qui me convenait. Et ensuite, du coup, il y avait eu une petite annonce sur l'ordre des sages-femmes, parce que la maison de naissance de Bourgoin cherchait des sages-femmes d'appui. J'avais contacté, mais j'étais trop loin de Bourgoin, donc ils m'avaient dit non une première fois. J'étais hyper déçue, et puis j'ai réitéré ma demande et la deuxième fois, elles m'ont dit oui. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la maison de naissance de Bourgoin en tant que sage-femme d'appui en avril et après en septembre, j'ai commencé, septembre juste après, j'ai commencé en tant que sage-femme principale en binôme avec une de mes collègues qui s'appelle Camille. Voilà ma petite aventure jusqu'à l'entrée dans la maison de naissance où je suis restée du coup jusqu'à là, août 2023. Sacrée aventure, beaucoup de voyages. Je me demandais du coup comment tu avais connu l'existence des maisons de naissance. Est-ce que c'était par ta formation? Est-ce que c'était personnellement? Est-ce qu'en Belgique il y a plus de mots là-dessus? Parce qu'il y a finalement pas mal de gens qui connaissent pas spécialement en France, donc... Ah bah non, enfin en France, il y a plein de professionnels qui connaissaient pas. Enfin moi, quand j'ai bossé en France à Lyon, il y en a plein qui connaissaient pas. Moi, je leur disais, je vais en maison de naissance. Ils savaient vite fait, mais c'était assez flou. Alors moi, comment j'ai connu? Déjà pendant mes études, on était allé visiter la maison de naissance de Namur, qui est à une demi-heure, 3/4 d'heure de Bruxelles. Et puis après, en réalité, je savais que ça existait en France, moi, parce que je m'étais un petit peu intéressée. J'avais ce penchant un peu physio qui faisait que voilà, j'étais attirée aussi par cet accompagnement global. J'ai toujours eu pour objectif de suivre les couples de A à Z, quoi. Moi, je trouvais ça génial de se déplacer à l'accouchement, d'être la sage-femme référente. Je trouvais ça super, quoi. Moi, je me demandais, tu as dit que tu avais bossé dans plein de services différents en Belgique. Là, tu viens de parler de la maison de naissance de Namur. Mais est-ce que tu avais travaillé dans des maisons de naissance ou des gîtes de naissance comme le Cocon à Bruxelles ou d'autres choses comme ça? Ou est-ce que tu avais vraiment été que dans des systèmes mater classiques, hôpitaux, cliniques Non, à Bruxelles, j'ai vraiment fait mon expérience uniquement dans un hôpital classique. J'ai pas eu d'accompagnement global comme au Cocon, par exemple, à Erasme. Non, ça, j'ai pas fait ça à Bruxelles du tout. Ok, donc quand tu parles de la pratique physio que tu as connue pendant tes années de boulot en Belgique, c'était vraiment
finalement dans le contexte, on va dire, un peu standard qu'on peut rencontrer. Oui, mais tu vois, pour te donner un exemple, dans l'hôpital où je bossais, toutes les salles d'accouchement, il y avait une baignoire quasi. Enfin, il y avait quand même une approche qui était déjà différente, voilà, en Belgique en général. Tous mes stages en Belgique, il y avait quand même plus de femmes qui accouchaient sans péri. Enfin, voilà, il y avait une approche qui était déjà différente, même dans un niveau 3, quoi. Oui, c'est un peu plus le standard, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Ça me fait penser, pour revenir un petit peu en arrière, du coup c'est un peu un hasard finalement que tu as atterri en Belgique. Tu savais pas qu'il y avait ce penchant pour la physiologie à l'époque? Non, je savais pas. Moi, je te dis, c'est juste voilà, par les amis de mes parents que je suis arrivée là. Et en fait, j'ai été agréablement surprise. Et finalement, si c'était à refaire, il y en a plein qui me posent cette question. Bah, en fait, je referais exactement la même chose. Parce que moi, on m'a toujours dit oui. Parce que quand je suis rentrée en France, le diplôme belge, c'était un peu moins bien vu, etc. Mais en fait, c'est tellement différent. En fait, on est complémentaires finalement. Pour avoir travaillé un peu à l'hôpital en France, on a tout à s'apprendre plein de choses. Et franchement, je suis hyper contente et fière de l'approche que j'ai eue pendant mes études, parce que je pense que j'aurais été une autre sage-femme en fait en étant formée en France. Après, peut-être très bien aussi, hein, mais je veux dire, ça aurait été différent, je pense. Parce que du coup, si j'ai bien compris, il n'y a pas de première année de médecine en Belgique du coup? Non. C'est directement une école? Ouais. Et à l'époque, comme je disais, c'était un tirage au sort. Maintenant, il me semble que c'est première inscrite, première prise, mais il faut avoir quand même un certain dossier, quoi. Pas tout le monde ne peut entrer dans les écoles, et la sélection, elle se fait en première année, en fait. Mais si t'as pas la moyenne, en gros, tu peux redoubler une fois et après, tu sors de l'école. Ok. Donc maintenant qu'on comprend mieux ton parcours professionnel, on va discuter de la thématique du jour sur la relation privilégiée avec les patients et patientes en maison de naissance. Et donc, on va te demander, pour commencer, de nous parler un petit peu de cette thématique, de nous décrire un petit peu ce qu'elle représente pour toi, ce que tu vois là-dedans. Est-ce que tu peux nous en dire? C'est vrai que moi, c'est ce que j'ai adoré, et c'est ce qui m'attirait en allant en maison de naissance et en faisant du suivi global. C'est vraiment le fait de suivre le couple dans sa globalité, en fait. Du début de la grossesse jusqu'à l'après, les accompagner dans chaque étape de cette parentalité qui naît avec l'arrivée d'un bébé. Voilà, enfin, moi j'ai suivi quand même pas mal de couples, et le fait de les rencontrer dès le début, où on se connaît pas encore, on apprend à se connaître, on crée un lien de confiance qui se construit au fur et à mesure des consultes, au fur et à mesure des préparations à la naissance. On crée un vrai lien, hein. Moi, j'ai des patientes, après je les ai vues à l'extérieur, il y en a certaines, elles ont mon numéro de téléphone, on s'écrit encore aux anniversaires des enfants, etc. Mais c'est vraiment une relation hyper privilégiée de confiance, en fait, mais de confiance mutuelle. Parce que, en fait, nous, on a vraiment confiance en ce couple, on a confiance en la femme et son pouvoir de faire naître son bébé et que tout se passe bien, et on a aussi en retour une confiance absolue du couple. Et ça se construit au fil de la grossesse, et c'est hyper beau. Et généralement, on le sent tout de suite au premier rendez-vous. Nous, ce qu'on faisait, je travaillais du coup soit en binôme, soit en trinôme avec soit une ou deux collègues en fonction des périodes où j'ai travaillé à la maison de naissance. Et on faisait toujours un premier rendez-vous, on rencontrait le couple pour connaître leur motivation, savoir pourquoi ils étaient arrivés jusque nous. Et en fait, ça allait pas toujours jusqu'au bout, hein, parce qu'il y a des gens, en fait, finalement, ça leur convenait pas, la maison de naissance. Mais pour ceux qui étaient hyper motivés, hyper dans le projet, etc., c'était le début de la relation sage-femme-couple. Et c'était vraiment, il y avait vraiment plein de couples, on était moi j'étais super contente, j'avais hâte de les suivre, hâte de voir comment la grossesse évolue, et c'est vraiment une histoire qu'on écrit ensemble, en fait, et je trouve ça super, et on a un lien en fait finalement pour toujours, même si on se perd de vue, même si mais c'est quand même quelque chose de très fort. Et ça, moi je l'ai jamais vécu dans une autre de mes pratiques, parce que c'est un peu différent quand tu travailles à l'hôpital ou quand tu fais du
du libéral classique comme je fais maintenant, où je fais pas de l'accompagnement global, il y a un moment où tu n'es pas là, donc soit à l'accouchement, soit après, et donc du coup c'est quand même hyper différent, et c'est ça qui rend riche, je trouve, moi en tout cas, l'accompagnement en maison de naissance. Et ces échanges qui sont hyper riches, hyper forts, en fait, je trouve que c'est vraiment une chance pour nous sages-femmes comme pour les couples de pouvoir avoir cette relation-là pendant cette période si particulière de notre vie où on a besoin d'un soutien et on a besoin de confiance, en fait. Et du coup, c'est ce qu'on offre en tout cas à la maison de naissance. Et ce que je trouve super aussi, c'est ce côté échange. Vraiment, c'est une relation qui est quand même assez horizontale, dans le sens où nous, on n'est pas les sages-femmes qui connaissent tout, etc. On a un vrai échange avec les gens qui nous apportent finalement. Moi, mes patientes, elles m'ont appris plein de choses aussi. Enfin, j'ai appris en les voyant accoucher, j'ai appris en échangeant avec elles pendant les prépas, et je trouve ça hyper riche. J'arrête pas de dire le mot riche, mais c'est vraiment riche. Et voilà, moi, c'est ça que j'adore dans cet accompagnement global. Et c'est une relation qui, je pense, est accentuée par le fait que ce soit au sein d'une maison de naissance, on se voit à la maison de naissance et ça devient un peu la maison de tout le monde, enfin des patientes, mais aussi des professionnels. Et du coup, c'est un lieu qui rassemble et qui rend la dynamique hyper fructueuse et voilà, pleine de confiance. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses par rapport à cette relation qu'il y a entre les patients, les couples et les sages-femmes en maison de naissance. Oui, je trouve ça très intéressant, tout ce que tu viens de dire. Je vais revenir un tout petit peu sur ce que tu disais. Tu parlais justement de la relation qui se crée dès la première rencontre, finalement, dès le moment où la personne vient. Alors, comme tu dis, parfois, finalement, le projet n'a pas lieu pour une raison ou pour une autre. Mais dans le cas où le projet se concrétise et vous savez que vous allez les suivre, donc tu dis, j'avais hâte de suivre certains, comme sans doute d'autres de tes collègues. Est-ce que vous en parlez entre vous? Et peut-être toi déjà à titre personnel, comment vous favorisez le lien avec vos patients? Parce que parfois c'est peut-être un peu moins évident. Il y a peut-être des gens qui ont peut-être soit des stress, des questions, ou on sait aussi également que la relation, ça marche dans les deux sens. Et parfois, j'imagine que le coup de cœur se fait pas à la première rencontre. Donc comment on peut créer ce lien? Comment on peut le favoriser au maximum en tout cas? Donc tu as parlé de la maison de naissance qui est un contexte favorisant, c'est clair. Comment on peut aussi le favoriser en équipe, en individuel, avec les couples? Ouais, je comprends ta question. Alors après, en plus, tu vois, vu que nous, on travaille soit en binôme, soit en trinôme, comme tu dis, le coup de cœur, des fois, il y en a une qui l'a, l'autre qui l'a un peu moins. Mais en tout cas, nous, ce qu'on faisait toujours, c'est que on en parlait du coup soit en binôme, soit en trinôme. Moi, ça nous arrivait de défendre à fond des couples qu'on voulait avoir absolument parce que on avait eu un super coup de cœur et voilà, donc on en discutait entre nous. Après, même si au début, le feeling, ça se construit aussi. Il y a des gens, comme tu dis, directement, il y a le petit crush et on sait que ça va être super. D'autres, qui sont un peu sur la réserve et il y a des gens qui ont besoin d'un peu de temps et vraiment cette relation, moi je l'ai vu avec plusieurs couples, des gens qui sont un peu sur la réserve, un peu timides et au final, au fur et à mesure, vu qu'on se voit quand même beaucoup, on se voit une fois par mois pendant toute la grossesse et puis après il y a en plus les préparations à la naissance, etc. Et là ça se construit en fait au fur et à mesure et je pense qu'il y a des gens avec qui il y a besoin d'un petit peu plus de temps. Après à la maison de naissance on fait aussi on fait des ateliers donc ça nous arrive de nous voir en dehors des consultes et du coup tout ça crée quand même du lien. Alors après il y a des couples avec qui ça reste tout à fait cordial, il y a de la confiance, etc. Mais ça va pas plus loin. Et il y en a d'autres avec qui ça va un peu plus loin parce que vraiment il y a une super entente et donc il y a un lien qui est un petit peu plus fort. Mais voilà, après chaque projet mérite d'être porté et je pense que c'est ce qui nous lie aussi parce que on a tous le même objectif. Les couples, on a envie de les accompagner dans ce projet qui est le leur et d'être au maximum respectueuse de ce projet. Et donc du coup, on a tous le même objectif en fait. Et je pense que c'est ça qui donne la force quoi qu'il arrive pendant le suivi quoi. Je trouve ça justement intéressant, comme tu dis, t'as parlé de respect et je trouve ça bien, le fait aussi que vous en discutiez en équipe.
ça peut paraître évident d'un point de vue professionnel, mais je pense que aussi pour les personnes qui nous écoutent et qui se demandent un petit peu comment vous pouvez aborder les choses, justement, tu parles de défendre certains projets, parce que j'imagine que c'est au-delà de dire ah ce couple me plaît, c'est aussi des projets qui sont peut-être difficiles à accepter, peut-être par rapport à des distances, peut-être par rapport aussi à des... Je sais que vous avez des contraintes de nombre de personnes que vous pouvez suivre, donc c'est aussi comment vous réfléchissez tout ça, parce que j'imagine que c'est pas toujours facile en plus de devoir dire non, et c'est pas personnel, c'est aussi lié au contexte, quoi. Tu parlais aussi des prépas, et je me demandais si à Bourgoin, parce que je sais que selon les maisons de naissance, ça varie, si toi justement tu faisais partie des professionnels qui faisaient des cours de prépa en groupe, ou par exemple, est-ce que toi tu n'as fait que de la prépa individuelle? Comment ça se passe un petit peu chez vous? Alors nous du coup, donc on avait notre cabinet à Lyon et la maison de naissance était à Bourgoin, c'était à peu près à 40 minutes. On faisait on avait beaucoup de patientes côté lyonnais du coup, dans notre patientèle, la plupart c'était le cas. Et d'ailleurs je rebondis juste par rapport à ce que tu disais, effectivement il y a des couples à qui on dit non aussi par rapport à la localisation où ils habitent, en fonction s'ils habitaient trop loin, c'était compliqué pour nous au niveau contraintes, si c'était trop loin de la maison de naissance, quand on était d'astreinte, etc. On ne pouvait pas gérer la distance, donc il y a des couples avec qui ça collait à fond au premier rendez-vous et finalement on ne pouvait pas les prendre à cause de ça. Donc on a aussi quand même ce genre de contraintes en maison de naissance malheureusement. Et les contraintes de place, effectivement, il y a certaines périodes où on a eu énormément de demandes. On a dû refuser certains couples et ça c'est quand même dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Pour les préparations à la naissance, nous on faisait que de l'individuel. Parce que nous, on était vraiment là pour préparer le couple avec ses attentes et on partit du principe que chaque couple avait des attentes particulières et qu'on devait aussi connaître leurs appréhensions, connaître leurs envies, connaître vraiment ce qui leur appartenait à eux et d'avoir vraiment un suivi personnalisé. Et donc du coup, on faisait que des préparations en individuel. Après, il y a certains cours où ça nous est arrivé de faire en petits groupes, par exemple l'allaitement, des choses comme ça, mais vraiment tout ce qui concernait la naissance, l'accueil du bébé, le postpartum, etc., on faisait que de l'individuel. D'accord. Maintenant que tu nous as expliqué un petit peu comment naissait la relation de confiance avec les patients et les patientes, avec les couples en général, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment l'entretenir, cette relation particulière, quoi qu'il arrive au cours de la grossesse? Je pense déjà en premier lieu, alors ça a été un petit peu évoqué déjà avant, si par exemple dans le binôme ou le trinôme des sages-femmes, il y en a une qui ne convient pas du tout au couple, et est-ce que on peut imaginer que ça puisse créer un stress en se disant mais si je tombe sur elle au moment de l'astreinte, est-ce que par exemple c'est déjà arrivé, et comment ça se gère finalement en termes au niveau de l'équipe et avec le couple? Pour être honnête avec toi, c'est arrivé très rarement. J'imagine, ouais. Après, ça arrive, comme on dit, le feeling, il est différent entre les personnes. Et donc, du coup, c'est sûr qu'un couple qui est suivi par 3 personnes différentes, même si on essaie de les voir de façon régulière, autant de fois les unes que les autres, parfois ils ont une préférence et ils te le glissent en mode moi je préférerais que ce soit elle ou elle, ok, très bien, mais ça c'est normal, je pense, dans un trinôme ça arrive, mais quand il y a vraiment un souci, franchement c'est rare. Moi ça m'est arrivé 2 fois où on me lâchait un petit truc genre oui ça s'est pas très bien passé l'autre fois, alors que en fait mais l'inverse s'est passé aussi avec moi, et du coup dans ce cas-là on essaye de mettre les choses à plat directement en expliquant en revoyant que la patiente ou le couple en tout cas nous explique, et on en parle souvent on en parle en équipe, et surtout on essaye moi en tout cas à chaque fois ce que j'ai essayé de faire c'est que la patiente en parle à ma collègue qui était concernée en fait, pour mettre les choses à plat et dire je pense que si tu parles avec elle ça sera plus simple. Franchement à chaque fois ça est arrivé 2 fois et les 2 fois ça s'est complètement résolu comme ça en fait.
On n'a jamais eu vraiment de gros problèmes où on a une patiente qui refusait. Après, on a sensiblement toute la même approche aussi, enfin, même si bien sûr on est toutes différentes, on a toute une approche quand même assez similaire et donc du coup on n'a jamais vraiment eu de problème de ce genre-là. J'imagine, mais ce qui est intéressant dans ta réponse, enfin moi en tout cas ce que j'en comprends, c'est l'humilité que vous pouvez avoir de finalement à un moment donné accepter de recevoir cette critique et en discuter ouvertement. En fait, c'est ça que tu dis. Enfin, moi, c'est ce que je comprends quand tu dis j'ai invité les gens à en discuter directement avec ma collègue ou inversement quand ça t'est arrivé à toi. Finalement, c'est aussi un acte d'humilité de votre part d'avoir cet échange et je pense que ça aide en effet à pouvoir recréer une certaine dynamique positive pour pas justement qu'il y ait un blocage. Mais c'est quand même intéressant de savoir que vous êtes prête à entendre tout ça et à en discuter et vous remettre en question en fait. Bien sûr, mais tu vois, c'est comme nous, hein, s'il y a un moment, je sais pas, je te donne un exemple, mais une patiente, ça fait 3 fois qu'elle oublie son rendez-vous. En fait, lors des premiers rendez-vous, quand on a accepté l'inscription à la maison de naissance, donc souvent c'est au 4e mois à peu près, on leur dit, voilà, c'est un engagement réciproque. Ça veut dire que nous, on s'engage à vous suivre, à être là d'astreinte 24/24 à partir de vos 37 semaines. Et même si c'est Noël, qu'il pleuve, qu'il vente, on sera là. Mais vous, vous devez aussi d'être présent au rendez-vous, de pas être tout le temps en retard. Voilà. Et franchement, ça arrive quasi jamais. C'est arrivé une fois où ça se passait pas hyper bien dès le début, où on s'est dit, écoutez, voilà, si ça continue comme ça, nous, on peut pas s'engager avec vous. Et donc, je pense que ça responsabilise tout le monde d'agir comme ça. Et nous, voilà, quand il y a quelque chose qui nous convenait pas, on le disait à nos patientes aussi pour garder une relation respectueuse, sereine et pour qu'il n'y ait pas non plus de blocage parce que c'est pas intéressant, enfin ça ne va pas si la patiente elle est stressée de venir à l'accouchement et elle a peur de tomber sur une sage-femme, mais ça ne va pas moi non plus si je vais à un accouchement et je me dis oh là là j'ai pas du tout envie d'aller à leur accouchement. Oui, oui, évidemment, comme tu dis, c'est un principe de réciprocité. C'est ça. Donc du coup, c'est hyper important d'être dans le dialogue et en fait, on prend le temps de l'être parce que, comme je te dis, on fait des prépas en individuel, on fait des consultes qui durent 45 minutes, 1 heure. Donc forcément, on est dans le dialogue sans cesse. Donc je pense que c'est ça qui renforce la relation et qui permet de mettre carte sur table quand ça va pas. Et ça arrive rarement. On expliquait donc dans le contexte relation humaine un petit peu comment entretenir une relation saine en fait qui permet d'être en confiance pour les professionnels comme pour les patients jusqu'au bout parce qu'en effet je pense que c'est contre-productif surtout dans le cas d'un accouchement qu'il y a un stress d'un côté ou de l'autre de toute façon et il y a d'autres situations dans lesquelles c'est peut-être un peu difficile d'entretenir cette relation par exemple quand au cours d'une grossesse je pense à une donnée médicale qui nécessite peut-être une réorientation ou des situations de transfert alors je parle pas forcément au moment de l'accouchement parce que là c'est encore un autre débat mais comment on peut entretenir la relation à la patiente justement quand elle est réorientée, transférée un peu avant son terme pour une raison ou pour une autre. Parfois c'est à la demande de la patiente, donc là, bon c'est une chose, mais quand c'est une raison médicale, quand il y a une problématique soit au niveau du bébé, soit au niveau de la patiente, j'imagine que vous les lâchez pas du jour au lendemain. Et en plus, ça peut être un petit peu impactant psychologiquement pour la personne, voire pour le couple. Je me demandais un petit peu du coup qu'était cette relation et qu'est-ce qu'elle devenait quand à un moment donné, il y avait cette possibilité-là au cours de la grossesse. Écoute, de toute façon, quand il y a une réorientation, c'est toujours chargé de beaucoup de déceptions des deux côtés parce que le projet qu'il y avait initialement n'ira pas au bout mais généralement ce qu'on fait nous c'est qu'on continue de toute façon les prépas avec le couple jusqu'au bout et puis on assure quoi qu'il arrive les suites de couches ensuite il n'y a aucun problème avec ça et on continue à les suivre il y a juste
Pour l'accouchement, là, dans ce cas-là, on ne sera pas là parce qu'elles sont réorientées à la mat. Mais sinon, oui, on reste en contact. Pour celles qui ont, par exemple, dû être déclenchées pour une raison ou pour une autre, on reste... même des fois, elles sont en salle d'accouchement et on a un petit message d'elles. Enfin, bon, voilà, on reste hyper présente. En tout cas, nous, c'était notre façon de faire. Et on continue le suivi, hormis l'accouchement, bien sûr, mais on continue, ouais. Oui, donc en fait, vraiment l'idée du suivi global de maison de naissance, même en cas de réorientation pendant la grossesse, quelle qu'en soit la raison, il y a possibilité finalement de tout continuer avec vous, juste en fait, comme tu disais, le moment de l'accouchement se passe dans les locaux de la maternité partenaire, mais même en fait finalement le suivi postpartum peut être fait avec vous si jamais c'est toujours la volonté du couple est possible, j'imagine, parce que selon les cas c'est peut-être un peu plus complexe, mais en général. Oui, complètement. On essaye en tout cas, mais même on a eu des patientes qui étaient réorientées, pour donner un exemple, pour diabète gestationnel où on a dû mettre en place de l'insuline. Une patiente qui a même changé d'hôpital, donc elle était même plus avec l'hôpital partenaire, elle était au CHU à Lyon et en fait elle avait des suivis monitoring, etc. C'est nous qui lui faisons pendant sa grossesse, on a continué les prépas et après c'est nous qui sommes allés la voir à la maison une fois qu'elle a eu son bébé. Non, vraiment on essaye de garder ce lien au maximum. En fait c'est dur pour les couples une fois qu'ils nous ont vus pendant toute une période de se dire là on change complètement, donc nous on essaye de conserver ce lien au maximum. Ouais. C'est vraiment très intéressant et chouette, je trouve, à entendre. Je me demandais également, donc dans des situations encore un petit peu plus compliquées, quand il y a des transferts d'urgence au moment de l'accouchement, que ce soit par rapport à une nécessité vitale de la maman ou du bébé, comment en fait cette relation privilégiée, en fait ce lien qui existe, vous permet de les accompagner au mieux, jusqu'où vous pouvez aller, parce qu'il y a un moment donné où forcément c'est l'autre équipe qui prend le relais selon le degré d'urgence, mais dans tous les cas il y a un moment donné où c'est plus vous qui êtes les professionnels et actrices, et à quel moment vous pouvez aussi reprendre le relais dans l'autre sens. Du coup, ça, c'est encore plus difficile parce que ça se fait dans l'urgence. Donc nous, comment ça se passe? C'est que généralement, on appelle la maternité partenaire, on est à 3 minutes en brancard du service, donc on y va. Et après, ce qui a été mis en place, nous, avec l'hôpital Pierre Oudot, c'est qu'une fois qu'on met un pied dans la salle d'accouchement du service, du coup, nous, on n'a plus rien à faire là. Donc en fait, on laisse la patiente, on lui dit au revoir et puis après du coup on revient pour remonter ses affaires et on va voir une fois que le bébé est né, généralement on va passer un petit coup d'œil ou on donne un petit coup de fil et souvent on est en contact avec le papa ou le coparent qui va nous dire voilà c'est bon le bébé est né, etc. Mais en tout cas on n'a pas le droit de poser d'acte et on n'a pas le droit de rester à côté de notre patiente. Donc ça souvent c'est quand même assez violent pour tout le monde. Et puis c'est pas facile non plus pour la maternité partenaire parce que ils sentent bien que nous on arrive avec notre relation privilégiée où il y a une confiance absolue et là d'un coup le couple doit faire confiance à quelqu'un qui ne connaît absolument pas et généralement il y a aussi beaucoup de couples qui ont pas forcément peur de l'hôpital, mais ont des appréhensions de comment je vais être pris en charge, etc. Alors nous, ça par exemple, en cours de prépa, on les prépare aussi à un potentiel transfert, on leur en parle, et on insiste bien sur le fait que nous, on a une super relation avec l'hôpital partenaire, ce qui est vraiment quelque chose d'important selon moi. On a en face de nous une équipe en laquelle on a confiance et ils peuvent aussi avoir confiance. Donc ça, c'est un message qu'on donne quand même en amont, parce que ça peut arriver dans tous les accouchements d'être transféré. Donc, oui, évidemment. Du coup, il y a ce côté-là, mais c'est sûr que c'est évident pour personne, que ce soit les parents, nous ou l'équipe d'en face, parce qu'il y a quand même cette relation particulière de la sage-femme en maison de naissance et du couple qui fait que quand ils sont transférés, il y a pas mal d'appréhension, mais généralement ça se passe quand même bien vu qu'on en a parlé en amont. Et puis après, surtout, on redébriefe à fond parce qu'on se revoit en postpartum et par exemple la maternité de Bourgoin, ils sont super parce que si on a transféré, je donne un exemple pour prise en charge de la douleur parce que la maman était KO et qu'il fallait mettre une péridurale et si elle accouche et que tout va bien, elle peut sortir dans les 6 heures après l'accouchement.
si elle dit bah voilà je suis suivie par la maison de naissance et ils le savent, et ben du coup ils ont confiance et du coup ils font des sorties hyper précoces et donc les mamans au bout de 6 heures elles rentrent et c'est un peu comme si elles avaient accouché à la maison de naissance parce que nous on prend le relais direct à la maison le lendemain quoi. Oui, en fait elles peuvent bénéficier du retour précoce comme si ça avait été finalement dans les locaux de la maison de naissance quoi. Ouais, complètement. Si tout va bien, hein, bien sûr si elle a une césarienne c'est un peu différent oui, évidemment. mais voilà du coup si tout va bien en tout cas c'est un accord qu'on a avec l'hôpital et ça roule très bien comme ça, il n'y a aucun problème quoi. Oui, mais ça montre en plus ce que tu disais, la confiance mutuelle entre les équipes de la maternité et et les sages-femmes libérales de la maison de naissance. Complètement. S'il n'y avait pas ce lien de confiance aussi entre vous professionnels, ils accepteraient pas sans doute ce genre de choses. Donc c'est intéressant de le savoir aussi, parce que je suis pas sûre qu'on ait tous conscience qu'on peut bénéficier justement de ce genre de choses, même en cas de transfert. Évidemment, selon les circonstances, quoi. Moi, je me posais une question. T'en as un petit peu parlé au tout début quand tu parlais de la limite dans tout ça, parce que là, tu parles d'une relation quand même très très forte. Et je me demandais comment vous posiez un cadre afin d'avoir finalement une certaine limite entre le pro et le perso. Et peut-être aussi parce que potentiellement vous pouvez vous retrouver avec des parents qui ne font plus cette limite et qui pourraient envahir aussi votre espace personnel. Alors, après, on n'est pas toutes... il y en a qui arrivent à mieux mettre les limites que moi. Hein. Moi, je suis pas très... Mais après, ça, c'est une question de personnalité aussi, je pense. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, comment on travaille dans notre trinôme et binôme. Alors, pas au début, parce qu'on a dû apprendre aussi en tant que nouvelle sage-femme à la maison de naissance. Mais en tout cas, nos patientes, elles n'avaient pas nos numéros de téléphone avant les 37 semaines d'aménorrhée. Donc, avant qu'on soit d'astreinte pour elles. S'il y avait une urgence, de toute façon, c'était normalement la maternité partenaire qui gérait parce que le bébé était considéré comme prématuré, donc c'était pas nous, on n'avait pas à être d'astreinte pour elle. Donc au début ça on le faisait pas par exemple, et moi on m'appelait à 8h du matin le dimanche en me disant j'ai l'impression que j'ai des contractions alors que mais je comprends hein, dans l'urgence t'as le numéro de ta sage-femme, t'as envie de l'appeler hein, c'est sûr, mais du coup nous on s'épuisait aussi parce que en fait pour bien s'occuper des autres on a aussi besoin de vrais moments de pause, et comme je le disais, hein, c'est l'accompagnement global, ça nous prend aussi beaucoup d'énergie parce que on se donne à fond, hein, donc en tant que professionnel, j'entends, et donc du coup, c'est vrai que il faut mettre des limites, ça c'est sûr et certain. Donc nous, nos patientes, ce qu'elles avaient, c'est on avait une adresse mail commune. Celle qui était d'astreinte, elle regardait les mails la journée où elle était d'astreinte, et elle avait un œil sur les mails pour répondre en cas de petites urgences, je sais pas, infection urinaire, on envoyait une analyse, etc. Donc là, on répondait, on était assez réactifs. Mais s'il y avait une vraie urgence, en tout cas, elles n'avaient pas notre numéro avant le moment où on était d'astreinte, quoi, pour elles. Donc avant 37 semaines. Et ça, c'était quand même hyper important de mettre ce cadre-là. Enfin, nous, ça a changé notre pratique une fois qu'on a mis ces choses-là en place. Et puis après, pour le postpartum, du coup, elles ont quand même nos numéros, les patientes. Et donc, ça arrive qu'on ait des petits appels à 23h ou une petite photo de caca de bébé à 22h30. Voilà, donc ça arrive. Après, moi, en soi, ça me dérange pas, mais je leur dis toujours, en fait... t'attends pas forcément que je te réponde parce que si c'est pas urgent, je vais pas te répondre et j'ai pas non plus tout le temps mon téléphone avec moi. Donc voilà, du coup, on mettait les choses tout de suite au clair et franchement, elle respectait. Après, des fois on est pris par notre angoisse et du coup, on ne peut que appeler notre sage-femme et dans ce cas-là, finalement, on a beaucoup de résilience aussi et on se dit ok, moi aussi à sa place, j'aurais stressé. Et voilà, du coup, moi, j'acceptais quand même certaines fois, mais c'est vrai que parfois, il faut aussi mettre les limites. On se tutoie aussi, on est très proches, et donc du coup parfois c'est un petit peu dépassé. Je pense que là encore avec la communication, avec à dire non mais là en fait moi tu m'as appelé à cette heure-là, c'est trop pour moi, j'ai besoin d'être aussi un peu tranquille parfois. Les patientes elles comprennent aussi, et après on leur donnait aussi d'autres ressources possibles autres que nous pour pas être non plus les indispensables absolument quoi. C'est intéressant ce que tu dis, de donner d'autres ressources. Et finalement, comme tu dis, il y a le tutoiement qui, des fois, peut-être joue pour certaines personnes, parce que c'est pas forcément la norme en France de tutoyer facilement. Oui, c'est ça. Contrairement à d'autres pays. Et c'est vrai que
ça peut aller un peu dans ce sens. Je trouve ça intéressant que tu dises qu'en général, dès que vous le disiez, les patients le respectaient. J'imagine que dans tous les cas, tu dis, il y a de la résilience, parce que moi aussi à sa place, peut-être j'aurais stressé. Mais j'imagine que ça, c'est sur des cas ponctuels. Si vraiment il y a quelqu'un qui t'appelle trop régulièrement ou t'envoie trop souvent un message, enfin je dis tu, mais c'est la professionnelle en général, et j'imagine que malgré tout vous savez mettre un holà, même toi peut-être qui a plus de mal que d'autres, parce que comme tu dis en fait c'est de la perte d'énergie de fou, parce que même si tu lui réponds pas, comme tu dis, parce que t'as pas forcément ton téléphone sur toi et tout, au moment où tu le saisis, il n'empêche que tu peux pas, j'imagine, psychologiquement, totalement ignorer la chose, même si tu te dis j'y réponds plus tard, c'est quand même une charge mentale en fait. Enfin, je suppose. Bien sûr. Mais après, voilà, franchement, nos patientes, elles comprenaient très bien. Et aussi, ce qui joue, je pense, c'est que en prépa, on essayait de les briefer, quoi. Normalement, elles avaient plus trop de questions, normalement, si on faisait des bonnes prépas. Non, mais c'est vrai, on essayait d'être... Mais c'est comme, tu vois, pour l'accouchement. En fait, nous, le but, c'est pas d'être indispensable. En fait, nous, on préparait le couple pour la naissance de leur enfant. Nous, on leur disait toujours, moi, je suis là, je suis la petite fée qui veille pour m'assurer que tout va bien. Mais si je suis pas dans la pièce, en fait, ça se passera aussi très bien. Et si tu accouches et que tu es réorientée, ça se passera aussi très bien. T'as pas besoin de moi. Parce que moi, je te donne toutes les clés pour que tu sois autonome, en fait. Enfin, c'est un peu comme avec nos enfants, voilà. On essaie de leur donner au max les clés pour que, en fait, ils aient plus besoin de nous à un moment. Et voilà, c'est un petit peu pareil. Et du coup, en prépa, on essayait aussi de leur donner le plus d'infos possible sur le postpartum, sur tout ça. Des petites choses qui pourraient poser question, finalement, elles ont eu la réponse en prépa. Et donc, du coup, franchement, en postpartum, on n'avait pas tant d'appels que ça, finalement. Quand on passe chez elles pour les visites, on reste 1 heure, 1 heure et demie. On leur donne plein d'infos aussi. Oui. Et elles ont aussi 15 sons de cloche, enfin, entre guillemets, parce qu'on est quand même 3, mais je veux dire, on travaille toutes les 3 de la même façon et on dit à peu près les mêmes choses. C'est parfois, quand tu es dans un grand hôpital, tu croises 10 professionnels qui te disent à peu près 10 fois des choses différentes. Et là, dans ce cas-là, les gens sont beaucoup plus perdus. Alors que là, il y avait quand même un cadre commun avec nous 3 en tant que collègues, quoi. Je pense que ça aidait quand même pas mal. Oui, et puis comme tu dis, les visites postpartum qui sont très, très longues et du coup vraiment en plus au domicile de la personne, donc vous avez en plus, je pense, un contexte qui vous permet d'être encore plus juste dans ce que vous apportez aux gens dans l'accompagnement, parce que vous voyez vraiment concrètement leur contexte de vie, matériel, pratique, etc. Et oui, en plus, si vous prenez 1 heure, 1 heure et demie à chaque fois, forcément, ça favorise, comme tu dis, l'autonomie et la baisse de stress, en fait. En tout cas, une fois l'accouchement passé, on comprend bien que c'est pas une fin abrupte où la femme rentre chez elle avec son bébé, son conjoint, et elle se retrouve face à elle-même et à toutes ces nouvelles choses. En tout cas, je parle au moins pour les primipares, mais même quand c'est pas le premier, vu que chaque accouchement et chaque bébé est unique, on peut quand même revivre des stress, des questions, etc. Le suivi global qui est proposé en maison de naissance, il est aussi là pour accompagner les femmes, y compris pendant le postpartum, jusqu'à ce qu'elles aient plus besoin de vous à un moment donné. Je me demandais en quoi cette relation privilégiée, ce lien très intime, tout ce que tu viens de nous décrire, qui a été créé au fil des mois, que ce soit avec les consultes, avec les séances de prépa, même finalement tout ce que vous continuez de savoir, quand bien même c'est dans un autre lieu. En quoi cette relation privilégiée, elle permet de soutenir et de guider les personnes de la façon la plus adaptée. Justement, là, quand je disais, tu vois, tu connais vraiment leur contexte intime, personnel, matériel, etc. J'imagine que ça doit aider à pouvoir les guider vers ce que tu disais, l'espèce d'autonomie au moment de l'accouchement et même pour le postpartum. C'est ça, en fait, c'est leur donner confiance. En fait, le fait de les prendre en charge dans leur globalité en tant que personne, en tant qu'individu, de connaître leur spécificité à eux et de les accompagner en ce sens-là, ça leur donne hyper confiance. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait que c'est cette relation hyper proche quand même, parce qu'on connaît plein de choses d'eux, ils vont se confier sur certaines choses de leur vie, etc., qui font que ils ont confiance et donc du coup ils arrivent le jour J en confiance parce qu'ils nous connaissent et voilà, ils ont confiance, ils savent qu'on va respecter leur projet. Et puis en postpartum c'est pareil, il y a une confiance absolue parce qu'ils savent qu'on a respecté leur projet de naissance et ils savent qu'on va respecter aussi
ensuite leur projet global sur la parentalité, sur comment ils s'occupent de leur bébé. Et du coup, c'est ça qui renforce en tout cas la confiance des parents et le bon déroulé après du postpartum qui se passe quand même de façon, moi je l'ai remarqué, quand même plus douce que des gens qui ne sont pas accompagnés ou moins accompagnés en tout cas, qui ont plusieurs intervenants pendant la grossesse en tout cas. Mais du coup c'est plus chamboulant, ouais. En fait, moi je le vois parce que aujourd'hui je fais de l'accompagnement ce qu'on appelle semi-global, mais c'est juste qu'on ne fait pas l'accouchement. Les patientes accouchent à l'hôpital, donc on les suit toute la grossesse et après on les voit pour le postpartum. Mais le côté de ne pas être présent pour l'accouchement, il y a une cassure quand même, c'est différent, quoi. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé personnellement ou si tu as entendu des professionnels, collègues qui ont pu te relater cette situation, quand parfois vous pouvez être face à un projet un petit peu particulier ou qui est un peu loin de vos valeurs ou de votre compréhension que ce soit une façon d'accoucher ou une façon de vivre qui est peut-être un peu hors norme, on va dire, un petit peu particulière. Tu disais que la relation aidait à accompagner au mieux, qu'il y avait toute cette dimension de confiance, etc. Mais est-ce que des fois c'est tellement loin de vous que c'est un peu compliqué, qu'il vous faut peut-être justement faire appel à d'autres ressources. Quand je dis d'autres ressources, c'est d'autres professionnels éventuellement pour compléter votre pratique à vous. Ou est-ce qu'en général, même sur finalement des modes de vie un peu atypiques ou des projets d'accouchement un petit peu atypiques, vous arrivez toujours à assez dialoguer, à avoir assez de temps de suivi pour vous en imprégner et finalement proposer quand même la meilleure chose au couple? Alors, on n'a pas eu des trucs complètement fous. Enfin, j'ai pas en tête, je me souviens pas en tout cas. Mais après, parfois, il y a des demandes un petit peu particulières. Après, la maison de naissance, il y a quand même un certain cadre, même si je pense qu'on est très ouverte à plein de choses par rapport à certains endroits qui sont beaucoup plus amenés à suivre des protocoles, etc. Mais c'est vrai que c'est arrivé, je pense à une patiente qui voulait aucune personne dans la salle, donc elle voulait même pas que la sage-femme soit là pour l'accouchement. Donc qu'on la laisse dans la chambre toute seule. En soi, on était juste à côté et voilà, il n'y a pas de souci, mais pour des raisons d'assurance, etc., nous, en tant que sage-femme, on doit être quand même présente et il doit y avoir une deuxième sage-femme. Donc ça, pareil, on en avait discuté en équipe, on avait essayé de trouver un consensus avec la patiente pour lui dire, écoute, moi, je veux bien me mettre derrière le paravent, etc., mais je dois quand même être présente au cas où il y a un problème, parce qu'après, c'est ma responsabilité qui est engagée. Bien sûr. Et voilà, on a chacune nos limites en fait. Moi, c'était pas ok pour moi, même si j'ai confiance et je sais que ça se passera sûrement très bien. Mais le risque zéro n'existe pas et moi, ça engage ma responsabilité, ça engage mon diplôme de sage-femme. Donc pour moi, ça c'est trop. Après voilà, avec du dialogue, en exposant nous nos limites, généralement, on arrive toujours à trouver un consensus avec le couple qui convient, quoi. Oui, finalement, encore à ce niveau-là, le fait, je pense, que vous vous connaissiez en amont a permis justement de pouvoir en discuter. Dans la même veine que tout à l'heure, je voulais revenir plus sur peut-être la question de se protéger en tant que professionnel au niveau peut-être émotionnel. Je me disais, donc comme on parlait tout à l'heure, cette relation privilégiée, finalement, elle est si forte que on a aussi un peu abordé très vite fait quand on a parlé du transfert tout à l'heure. Et je me demandais ce que tu mettais en place ou comment tu t'organisais avec tes émotions par rapport à, par exemple, une histoire qui devient tragique, dramatique ou peut-être des choses qui te font douter sur les décisions que tu as prises, enfin tout ce qui peut finalement rentrer dans un cadre plus perso tout d'un coup, plus émotionnel. Alors c'est sûr qu'il faut aussi se mettre des limites dans la relation parce que après on prend tout à cœur. Enfin, alors moi j'ai été sage-femme en maison de naissance et 2 fois j'ai été enceinte, donc les hormones, tout ça, c'était très sympa, voilà. Où j'avais un peu du mal avec mes émotions d'ailleurs. Des fois je transférais mes patientes et je pleurais pendant 1 heure après, voilà. Mais ça c'était parce que j'étais un peu enceinte et du coup ça jouait, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où parfois on doit aussi prendre de la distance
Et après, je trouve quand même que, vu qu'il y a quand même un cadre à la maison de naissance, dans nos compétences de sage-femme en maison de naissance, on a quand même des preuves à faire parce que on a été quand même longtemps en expérimentation. On a aussi des maternités partenaires, on a quand même des comptes à leur rendre et on doit avoir des pratiques qui sont quand même réglo, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour faire des expérimentations, etc. Donc, il y a ce côté-là, moi, je me rattache aussi à ça. Non, mais attends, là, tu as bien fait de la transférer. Il fallait de toute façon la transférer. Voilà, par exemple, parce que des fois, on se laisse du temps, parce qu'on s'accroche à se dire, non, mais ça va aller, ça va aller. Non, en fait, là, quand c'est pas des urgences absolues, hein, je veux dire, quand on se dit, bon, ok, attends, je peux attendre un petit peu encore, parce qu'on a toujours cette même envie d'avoir notre patiente, d'être là, et parce que c'était le projet de base, mais je pense qu'il y a ce côté, quand même, il faut respecter le cadre de la maison de naissance, et du coup, ça permet quand même de prendre de la distance et de te dire, non mais attends, j'ai fait le bon choix, c'était pour elle, de toute façon, c'est un accord avec eux, parce qu'en fait, ils savent très bien que quand mes limites sont dépassées, je dois les transférer, c'est comme ça. Et nos couples, par exemple, qui disent, moi, l'hôpital, c'est niette, je ne veux pas l'hôpital. On leur dit toujours, en fait, pour qu'on t'accepte en maison de naissance, c'est pas possible de dire ça parce que nous, à tout moment, il y a la possibilité de te transférer. Donc du coup, il y a ce cadre-là qui permet de quand même pouvoir prendre de la distance et se dire, là, il faut transférer, c'est comme ça. Même si ça nous fait de la peine, on sait qu'on va les revoir après, on débriefe avec eux et on leur a donné, comme je disais, toutes les clés pour que ça se passe bien quand même. On leur a donné confiance, on les met dans les mains d'une équipe en laquelle on a confiance. Et donc, du coup, moi, je me rattachais quand même pas mal à ça. Après, quand je le prenais mal, c'était par exemple une patiente qui n'en pouvait plus. Finalement, je la transférais et avec le petit déménagement du transfert sur le brancard, on arrivait en haut et elle accouchait en 2 secondes avec ma collègue en haut. Là, j'avais un peu les boules. Une fois, ça m'est arrivé, c'était un petit peu dur. Mais voilà, mais bon, après, c'est son histoire, c'est comme ça. Et puis finalement, elle a eu un super bon vécu et voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que oui, parfois on est un peu déçus nous aussi. Mais alors au début, moi les transferts, je les vivais super mal parce que voilà, je remettais toujours en question ma pratique, etc. Mais avec l'expérience, après tu te fais aussi une raison et tu arrives à prendre quand même un peu de distance. Oui, parce que tu agis au nom de la maison de naissance en fait, comme tu disais. Donc le fait d'agir au nom de la maison de naissance, cette espèce de bouclier, heureusement qu'il y a la maison de naissance en fait. C'est un peu ce qui permet cette distance. Ouais. Tu viens de dire que dans certains cas, c'est arrivé que des couples ou des femmes, je sais pas exactement, disaient par exemple « moi, l'hôpital, c'est niette » ou ce genre de phrases que vous, évidemment, pour répondre aux critères de la maison de naissance, c'est une nécessité d'être conscient et d'accepter ce partenariat, parce que c'est un vrai partenariat qui est entre la maison de naissance et la maternité attenante. Par rapport à la relation de confiance que vous avez avec les patients, ça a peut-être déjà dû vous arriver qu'à un moment donné, une patiente vous trahisse, entre guillemets, c'est-à-dire, je pense à des examens nécessaires, à des rendez-vous nécessaires qui doivent être faits à l'hôpital, par exemple le rendez-vous d'anesthésie ou ce genre de choses, et que finalement la personne vous dise non, je le fais pas pour telle et telle raison, et ça vient à l'encontre finalement du partenariat maison de naissance hôpital, ou peut-être vous disent oui je l'ai fait pour que vous dans votre tête et dans vos papiers ce soit coché, mais qu'en fait en réalité vous appreniez plus tard que ça n'avait pas été le cas. Est-ce que ça arrive et comment ça se gère en fait une situation où finalement au tout début de l'interview tu parlais de la confiance mutuelle, voilà, vous faites face à des personnes qui ont des valeurs et des choses très différentes, j'imagine, dans leur projet. Est-ce que ça arrive, ce genre de cassure, et comment ça se gère ? Alors pour être honnête avec toi, c'est pas arrivé hyper souvent. Je me souviens d'une patiente qui voulait pas faire une de ses échos. Alors après, il me semble que pour elle, on avait fait signer un papier comme quoi elle voulait pas le faire et que ça engageait que sa responsabilité. Et voilà, c'était ok pour nous parce qu'elle faisait la dernière, mais elle n'avait pas fait une des échos. Enfin bref, je me souviens plus laquelle c'est qu'elle n'avait pas faite. Et après, sinon, on a une patiente, je m'en souviens très bien, c'est une patiente que j'adore, qui, elle, ne voulait pas être déclenchée à l'hôpital. Mais du coup, ça engageait un peu notre responsabilité parce que nous, on pouvait la suivre jusqu'à 41 semaines et 6 jours.
même jusqu'à 42, mais une fois qu'elle était à 42, de toute façon, elle devait passer à l'hôpital. Et en fait, elle s'était pas présentée à l'hôpital, mais du coup, nous, on était à se dire, il faut quand même surveiller son bébé. En fait, on va pas la laisser comme ça dans les parages, à attendre son bébé, et du coup, sans surveillance, etc. Donc, je me souviens qu'il y avait une de nos collègues de la maison de naissance qui lui faisait ses monitorings, et finalement, elle a accouché chez elle toute seule, parce que elle, pour elle, c'était niette, l'hôpital. Mais elle nous l'avait pas vraiment dit. Et voilà, après, du coup, on a quand même continué à la suivre. On lui a juste dit, écoute, nous, ça a été une situation inconfortable pour nous. Et voilà, on lui a expliqué. C'est comme on a eu un couple aussi qu'on a préparé pendant toute la grossesse, avec qui on s'entendait super bien. Et en fait, finalement, il s'est avéré, c'est qu'ils ont accouché à la maison. Parce qu'en fait, c'était leur projet. Ils allaient pas venir à la maison de naissance, finalement. Et vous le saviez ou pas? Vous l'avez appris à quel moment? Non, pas du tout. On l'a appris parce que, en fait, elle n'a pas délivré son placenta. Et donc, du coup, ils ont appelé la sage-femme de garde. Ah oui, situation d'urgence en plus. Enfin, de pseudo-urgence, quoi. Et donc, du coup, ça nous a un peu déstabilisés. Voilà, on s'est quand même permis de leur dire, écoutez, vous avez quand même pris la place d'un couple qu'on aurait pu prendre ce mois-ci, alors qu'ils avaient vraiment ce projet. Ils nous l'ont dit, ils avaient ce projet depuis le début. En fait, pour eux, le projet principal, c'était d'accoucher seul à la maison, mais ils avaient ils avaient eu la préparation physio comme ils le voulaient. Ils avaient toutes les clés pour, et donc là, du coup, on se sent... alors après, on n'a pas à se sentir trahi, mais comme je dis, c'est un engagement réciproque. Nous, on a été d'astreinte pour eux. Et en fait, finalement, on l'avait un peu mal pris quand même. Oui, c'est pour ça que j'ai dit trahi entre guillemets, parce que c'est pas une trahison personnelle. Mais ça reste une cassure dans la relation de confiance, justement. Et dans le contrat, quoi. Oui, après, ça n'empêche que voilà, c'était un couple qu'on affectionnait, avec qui on s'entendait très bien, etc. Mais c'est vrai que moi, j'aurais préféré qu'ils nous disent, voilà, notre projet, c'est ça, vous nous comptez pas dans les personnes du mois de février, je dis au hasard, je me souviens plus quel mois c'était. Et du coup, voilà, c'est aussi par respect pour les autres patients, parce qu'en fait, nous, il y a une période, tous les mois, on refusait 4-5 couples. Oui. Parce qu'on n'avait pas de place. Donc, du coup, il y a ce côté-là aussi. C'est un respect mutuel de un peu la communauté de la maison de naissance aussi qui est important, quoi. Par rapport à la responsabilité, en fait, professionnelle que vous avez, dans le cas où, finalement, la personne, elle est suivie, elle est censée vous avoir appelé pour... Je reprends ton exemple, elle est censée, normalement, avoir appelé le numéro d'astreinte pour venir accoucher chez vous. Sauf que là, en fait, elle accouche à domicile, elle délivre pas son placenta. Si jamais ça engage le pronostic vital et qu'il y a un vrai problème à l'issue et tout, ou que, par exemple, la personne... j'en sais rien, moi, fait pas tel ou tel examen, et du coup, ça a une conséquence le jour de l'accouchement, parce que l'examen est manquant, il y a une donnée manquante, en fait, il y a un trou au moment où il y en a besoin. Est-ce que ça vous engage en tant que professionnel, ou est-ce que vous êtes protégé finalement, parce qu'il y a le cadre de la maison de naissance, que c'est pas vous personnellement en tant que sage-femme libérale, et que finalement, c'est reconnu que c'est bien finalement l'individu qui a pas donné cette information, mais que vous vous êtes bien assuré pourtant, je sais pas si c'est très clair, mais tu vois, que vous êtes bien quand même assuré de la chose, parce que, t'as parlé de l'échographie, avec la décharge de responsabilité, mais dans le cas où la personne ne vous le dit pas, comme la deuxième situation dont tu parles, finalement, il n'y a pas de décharge de responsabilité, vous le saviez pas vous-même jusqu'au moment du souci avec le placenta. Alors, je t'avoue, au niveau vraiment du droit pur et dur, je sais pas exactement ce qu'on encourt dans ce cas-là. Après, tu vois, par exemple, la femme qui nous a appelé parce que son placenta, il sortait pas, etc. Dans ce cas-là, moi, ma collègue, elle a appelé le SAMU, elle a dit, elle a expliqué la situation, voilà, je la suivais, elle est pas venue à la maison de naissance alors qu'elle devait, etc. Et après, ça engage, en fait, eux, leur responsabilité. En fait, ces gens-là, ils sont même pas allés à l'hôpital, finalement, même si elle avait pas délivré le placenta. Elle a délivré quelques heures après. À un moment, nous, c'est pas dans le deal de la maison de naissance. Donc après, si on nous cherche des problèmes par rapport à ça, on dit, voilà, nous, la maison de naissance, c'est comme ça. C'est le suivi, il est cadré, c'est à la maison de naissance. Après, de toute façon, nous, on a des assurances pour nous couvrir pour tout ça, mais je pense que on est protégé par le cadre de toute façon de la maison de naissance, en disant que de toute façon, la personne, elle est pas venue. Donc voilà, nos
responsabilités, elles sont plus les mêmes. Et maintenant, on se demandait si tu avais des souvenirs, notamment dans les accompagnements que tu as pu entreprendre, de moments où cette relation privilégiée, elle a pris tout son sens, que ce soit dans ta pratique, soit dans des paroles échangées avec les parents, enfin quelque chose de très concret. Est-ce que tu as des petits souvenirs d'accompagnement particuliers avec cette histoire de relation privilégiée ? Oui, complètement. Alors, j'en ai plein des souvenirs en réalité. J'ai plein de patientes avec qui j'ai encore aussi des contacts et voilà, donc ça c'est sûr. J'ai plein de souvenirs et je pense que je me souviens à peu près de tous les bébés pour qui j'étais là, en tout cas à la naissance, ou à peu près tous en tout cas. Mais c'est sûr que j'ai des patientes, en l'occurrence elle, j'ai été là pour sa première. C'était en novembre 2019, donc je venais vraiment de commençant en tant que sage-femme référente, en tant que sage-femme 1. Et du coup, elle a donné naissance à sa petite et moi, j'étais là, j'étais aussi enceinte de mon premier. Donc on a partagé, parce que je l'ai suivie après sa grossesse. Et moi, elle a suivi elle aussi finalement ma grossesse. Donc c'est quand même des moments de vie qu'on a partagés qui sont hyper forts. On s'est suivis du coup pour nos premières grossesses. On a été. Je pense que c'est une des premières patientes à qui j'ai dit que j'étais enceinte d'ailleurs de mon premier bébé. Je trouve ça hyper rigolo et hyper fort en fait. Et quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte de sa deuxième, je l'ai aussi accompagnée. Et j'ai eu la chance d'être là aussi pour la naissance de sa deuxième. Donc c'est ma seule patiente que j'ai eue pour son premier et son deuxième. Parce que vu qu'on travaille en trinôme, des fois ça tombe pas sur ton astreinte ou quoi. Et là, elle s'est tombée les 2 fois avec moi. Et j'étais aussi enceinte de mon deuxième quand elle a eu son deuxième. Donc on a vraiment des enfants qui ont le même âge. C'est quand même assez fou. Et il me semble même que je lui avais annoncé que j'étais enceinte de mon deuxième. Peut-être même peu avant ou peu après son accouchement. Enfin voilà, à chaque fois on s'est annoncé. Enfin c'est super chouette je trouve. Et c'est une patiente avec qui j'ai encore des contacts. D'ailleurs ça me fait penser que ça fait longtemps que j'ai pas donné de nouvelles, mais voilà, c'est vraiment des relations qui sont fortes. Enfin après c'est pas comme ça avec toutes les patientes, mais après pour toutes les patientes ça fait hyper plaisir d'avoir des nouvelles. Là moi quand je suis partie de la maison de naissance, j'ai écrit un petit mail à toutes mes patientes pour leur dire au revoir parce que c'était hyper dur pour moi et j'ai eu des retours juste exceptionnels quoi. C'est quand même hyper fort et moi en tout cas mon métier je le vois que comme ça en fait. Enfin aujourd'hui je fais autre chose parce que j'ai une famille, parce que j'ai changé de région et il n'y a pas de maison de naissance où je suis pour l'instant. Pour l'instant. Oui, pour l'instant, j'espère qu'il y en aura bientôt une. Mais j'ai fait des choix, mais c'est sûr que moi mon métier c'est pour être sage-femme en maison de naissance que je le fais en fait. C'est sûr, c'est mon truc quoi. Mais du coup, oui, bien sûr que des relations privilégiées, on en a avec plein de patientes. Après, voilà, comme je disais l'autre fois, faut garder la limite parce que moi, toutes mes patientes pourraient être mes copines. Sinon, ça serait... donc voilà. Et je me demandais s'il y avait une maison de naissance qui ouvrait près de chez toi, t'y retournerais du coup ? Ouais, je pense que... Alors après, en toute honnêteté, quand j'avais pas d'enfants, je voyais aussi mon travail quand même différemment. Aujourd'hui, j'ai mes 2 petits qui sont quand même très petits. J'ai un mari qui est pas très présent de par son travail. Et donc du coup, bien sûr, je fais des choix et ma priorité aujourd'hui, c'est mes enfants. Avant, c'était mes patientes, clairement, quand je n'avais pas d'enfants. Ce qui n'est pas très équilibré non plus dans une vie perso. Mais bon, voilà, ça c'est un autre débat. Et du coup, je pense que si je retourne en maison de naissance, ce sera vraiment plus tard quand mes enfants ils seront un peu plus grands. En tout cas, pour faire vraiment sage-femme numéro 1 de référence avec l'accompagnement global, mais pourquoi pas des petites sages-femmes 2 en accompagnante comme ça me plairait aussi bien. Parce que c'est une autre relation, ça pour le coup, parce que en fait les patientes ne nous connaissent pas quand on arrive à leur accouchement, quand on est leur sage-femme 2, mais il y a quand même toute l'ocytocine de la maison de naissance et toute cette bienveillance et ce respect qui est omniprésent et c'est vraiment top quoi. Enfin, faut le vivre pour se rendre compte de ce que ça fait.
Oui, et j'ai l'impression qu'il faut le vivre en tant qu'usagère ou sage-femme, on comprend l'ambiance. Enfin, je sais pas ce que c'est que d'être professionnelle en maison de naissance, mais déjà on a un aperçu, même en tant qu'usagère, de l'implication que les sages-femmes ont et de tout ce qu'elles donnent, on le voit. Et cette ambiance dont tu parles, de relations privilégiées, on la sent aussi en tant qu'usagère de manière générale. Pour finir, on aimerait savoir ce que t'a apporté le fait de travailler en maison de naissance. Est-ce que tu sens que ça a changé en toi ? Oula, plein de choses. C'est une vaste question. Moi, ça m'a, au niveau personnel, en tant que femme, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que moi aussi, j'ai donné naissance en maison de naissance à mes enfants. Donc, c'est un peu comme si j'avais accouché à la maison, du coup, parce que c'était un peu ma deuxième maison. Mais ça m'a apporté énormément de confiance en moi en tant que femme et de confiance en les femmes en général, en leur pouvoir de mettre au monde leur bébé. Et ça m'a fait changer quand même si ma formation, elle était très tournée vers la physio, etc. Quand on va en maison de naissance, c'est là où on touche la physio au plus profond de la physio, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, c'est ce côté, le respect de la femme, de sa puissance, cette puissance, j'y avais eu accès dans certains de mes accompagnements, mais c'était quand même un peu biaisé par l'environnement hospitalier, etc. Et la maison de naissance, elle apporte un environnement tellement bienveillant, apaisant, etc. que c'est le lieu où tout peut se libérer et je trouve que c'est hyper beau, quoi. C'est peut-être un peu idéaliste, mais c'est ce que je ressentais quand j'étais à la maison de naissance en tant que femme, en tant que sage-femme. C'est quand même hyper beau, hyper fort et je trouve ça génial tout ce que ça apporte aux gens. Le mot confiance, il revient hyper souvent, mais ça donne confiance à tout le monde, en fait, en ses pouvoirs, en ses capacités de devenir parent pour le couple. Parce qu'on le voit aussi, tous ces papas là, qui s'épanouissent dans leur rôle de père parce qu'on leur laisse la place. Moi, je l'ai vécu personnellement avec mon compagnon. Je trouve ça génial. Et ces bébés qui naissent en douceur absolue, c'est super beau, quoi. Voilà, c'est mon petit mot de la fin peut-être, mais voilà. Merci. Et avant de nous quitter, on aimerait te poser la toute dernière question. Est-ce que tu as une petite astuce à partager pour ceux qui nous écoutent et qui se préparent à un accouchement physiologique ? Une petite astuce, une seule. J'ai envie de dire, faites-vous confiance, vous êtes capable et... allez-y, les yeux fermés, ça va aller. Et même si ça se passe pas comme prévu, vous avez toutes les clés pour que ça se passe bien et faites-vous confiance. Ça, faites confiance en ce processus naturel et physiologique qu'est la naissance. Et généralement, si on est à la maison de naissance, c'est que la grossesse se passe bien et que tout va bien. Donc, il y a de grandes chances que tout se passe très bien. On le souhaite en tout cas à toutes les personnes qui ont un projet en maison de naissance. Parce que comme tu dis, évidemment, il y a des critères d'exclusion. Donc si déjà c'est en maison de naissance, c'est que c'est en bonne voie pour que tout aille bien jusqu'au bout. En tout cas, on le souhaite à tout le monde. Après, ça peut arriver que ça se passe pas comme prévu, mais c'est pas pour autant que ça se passe mal. C'est juste que c'est différent. L'histoire de votre bébé et votre histoire aussi. Mais... Elle reste néanmoins importante à vivre et précieuse. En tout cas, merci pour ce partage. On espère que tous les professionnels qui nous écoutent et toutes les personnes qui ont été curieuses d'en savoir un peu plus auront pu trouver des réponses à leurs questionnements à travers tout cet échange riche, comme tu disais au début. Plein de petites anecdotes aussi pour illustrer ton propos. On est ravis d'avoir pu partager ton expérience pendant ce petit moment et on te souhaite une belle carrière pleine de jolies naissances, que ce soit dans ton nouveau contexte et puis peut-être un jour dans une nouvelle maison de naissance qui ouvrira, on te le souhaite, à proximité de chez toi et dans laquelle peut-être tu auras la joie et le plaisir d'exercer, que ce soit en sage-femme de soutien ou quand tes petits-enfants seront un peu plus grands en tant que sage-femme référente. À bientôt Mélanie. À bientôt, merci. À bientôt Mélanie. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas,
Il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.